J'irais jusqu'à dire que la poésie n'est pas la même chose que la vérité. La poésie est fondatrice d'être. Nous avons, dans le monde du conceptuel qui est le nôtre, à habiter dans une sorte d'immense échafaudage de notions, de significations, de représentations, et tout cela est fondamentalement irréel. En ce sens que, par exemple, l'expérience de notre finitude, du temps qui passe, de l'irrémédiable du temps, tout cela échappe à ces formes de représentation. Et comme c'est irréel, tout cela peut s'écrouler d'un moment à un autre. On peut se retrouver dans le désastre, on peut se retrouver au bord du gouffre, on peut avoir le sentiment que tout ce que nous avions au sein de notre langue et de nos paroles n'est qu'une chimère dont il ne reste dans cet instant plus rien, expérience du non-être. Et dans ces conditions, que peut-on faire? Soit se laisser aller à ce non-être, s'y enfoncer, vivre une expérience que l'on dira mystique, soit, et c'est cela qui me paraît la poésie, se rendre compte qu'au bord du gouffre où nous sommes, eh bien, il y a quelqu'un d'autre près de nous, ou telle chose, tout simplement, et se retourner alors vers cet autre pour lui proposer une alliance qui sera créatrice d'un lieu, un lieu dans le non-lieu universel, mais un lieu pour nous suffisant, et c'est cela que j'appellerais l'être, et je dirais donc que ce mouvement de retour vers l'autre, qui a besoin de la parole et qui crée une parole toute simple pour être le lien, ce mouvement-là, c'est la poésie. C'est sur cette... c'est presque une citation, mais en image. Et je voulais mettre mon propos sous l'égide de cette pensée. Alors, je ne fais pas d'introduction, je rentre directement dans la première partie que j'ai intitulée « La place éminente et centrale de la poésie dans la pensée prélogique ». Alors là, je vais faire un petit travail, j'allais dire plutôt d'historien, plus que de philosophe, c'est-à-dire que je vais essayer de dresser finalement le contexte dans lequel la pensée de Platon va intervenir et va, pendant un très grand nombre de siècles, opérer une sorte de rupture, de parenthèse, puisque avant Platon, la poésie et la philosophie pouvaient, enfin la philosophie, pas la philosophie parce qu'elle n'était pas encore née, mais la poésie et la pensée pouvaient cohabiter. Et puis après, bon, vous avez cette rupture dont Julie, mais aussi Pierre vous a parlé avec Platon. Et puis au XIXe siècle, c'est ce que j'essaierai de vous montrer, il y a un retour finalement, une réhabilitation de la poésie qui fait qu'en fait on peut considérer, un peu comme Nietzsche avait considéré l'histoire de la philosophie occidentale depuis Platon comme une longue histoire de l'erreur platonicienne, eh bien peut-être proposer un retour aux penseurs présocratiques. Alors la Grèce archaïque, 8e siècle, 6e siècle avant notre ère, est caractérisée par l'oralité. Et la figure par excellence qui en représente la quintessence est l'Aède, ou le poète qui transmet par oral des récits légendaires et des chants poétiques tels que les épopées, longs poèmes narrant les exploits historiques ou mythiques d'un héros ou d'un peuple. L'éducation des Grecs repose sur l'écoute de ces chants poétiques transmis de génération en génération par les poètes. L'ensemble du savoir est rassemblé dans ces récits légendaires que l'Aède raconte. Ainsi, le poète incarne la mémoire collective des Grecs, puisque ces chants poétiques regroupent tout ce qu'un Grec doit savoir. Il a donc un rôle essentiel dans la culture grecque archaïque qui ne connaît pas encore l'écriture. Le poète est dit Teios Aner, qu'on peut traduire par homme divin. Il est aimé des dieux,
ce qui lui confère la capacité d'accomplir des miracles et des événements surnaturels. C'est un conseiller qui guide les hommes. Ce concept de Théos Aner trouve son origine dans la tradition issue des penseurs présocratiques tels que Pythagore et Empédocle. Archétype du poète et représentant de la civilisation grecque archaïque, Homère a écrit, comme vous le savez, 2 épopées. L'Iliade, qui raconte un épisode de la guerre de Troie, et l'Odyssée, qui raconte les 10 années du périple d'Ulysse pour rentrer à Ithaque, son village natal, à la fin de la guerre de Troie. Homère a probablement vécu au 9e ou 8e siècle avant notre ère. Mais les 2 épopées homériques ne sont retranscrites par écrit qu'au 6e siècle avant notre ère, à la demande de Pisistrate, premier tyran d'Athènes. Donc, du 8e siècle au 6e siècle avant notre ère, ces histoires sont transmises par oral, de génération en génération, par l'intermédiaire des Aèdes, justement, qui occupent une place centrale dans ce qu'on appelle la paideia, c'est-à-dire l'instruction et le corpus de connaissances fondamentales dont doit disposer un bon citoyen dans la Grèce archaïque. Poète par excellence, Homère est placé au-dessus de tous et obtient un statut quasi divin. La place du mythe est similaire. L'explication du monde est celle des poètes, c'est-à-dire celle de la mythologie. Le mythe tient donc une place prépondérante grâce à la place éminente des poètes dans la société grecque. Au VIe siècle avant notre ère, apparaissent à la fois l'écriture et une nouvelle forme de pensée susceptible de remplacer l'explication mythologique du monde, la philosophie. C'est ce qu'on appelle ordinairement, entre guillemets, le miracle grec, le passage du mythos, c'est-à-dire l'univers des mythes, une pensée prélogique, au logos, prélude au développement de la rationalité occidentale. Et quand je parle de la rationalité occidentale, je ne désigne pas seulement la philosophie, mais aussi les sciences, toutes les sciences, l'ensemble du savoir. Au VIe siècle avant notre ère, donc, dans la cité grecque de Milet, en Asie mineure, apparaît en effet un nouveau mode de réflexion et de recherche, un nouveau type de discours, non plus fondé sur le mythe exclusivement, mais sur la raison. L'explication rationnelle de la physis, qui a donné naissance donc au mot de physique, la nature, remplace chez les Milésiens, Thalès, Anaximène, Anaximandre, l'explication mythologique du monde. Pourtant, malgré cette mutation mentale considérable, l'apparition de l'écrit et d'une nouvelle forme de pensée rationnelle n'a pas fait pour autant disparaître les récits homériques, car Homère est toujours au centre de l'éducation grecque et de la vie de la cité. Les poèmes homériques sont lus et appris par cœur par les jeunes enfants grecs. Ils sont également récités et chantés lors des grandes fêtes religieuses, dans les Panathénées, fêtes solennelles célébrées à Athènes en l'honneur d'Athéna, divinité protectrice de la cité, et auxquelles participaient tous les habitants de l'Attique, et les Dionysies, et dans les concours littéraires. Tandis que l'Aède récitait les chants poétiques qu'il a lui-même composés, le rhapsode récite quant à lui les œuvres composées par un autre. Donc il y avait une distinction entre les Aèdes et les rhapsodes, les Aèdes étant donc les compositeurs et on pourrait dire les rhapsodes, les interprètes qui étaient chargés de l'oralisation donc de ces compositions. De l'Aède au rhapsode, le mythe est omniprésent. En Grèce, à l'époque classique jusqu'à l'époque hellénistique. C'est dans ce contexte qu'il convient de comprendre la portée philosophique de la condamnation de la poiesis, un mot grec qui désigne savoir, savoir-faire, et qui est donc le mot qui englobe tous les arts, et bien entendu la poésie,
Donc, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la condamnation par Platon de la poiesis, et notamment dans le livre 10 de la République, qui est le livre phare, c'est le dernier chapitre de la République, qui est l'œuvre maîtresse de Platon. La poiesis, en grec, œuvre, création, fabrication, a pour objet l'étude des potentialités inscrites dans une situation donnée qui débouche sur une création nouvelle. Pour Platon, la poiesis se définit comme, je le cite dans le banquet, la cause qui, quelle que soit la chose considérée, fait passer celle-ci du non-être à l'être. Donc toutes ces citations que j'opère, elles sont présentes dans l'exemplier que je vous ai distribué. Donc maintenant, je passe à ma deuxième partie, après avoir fait ce petit tableau historique assez court. Platon face à Homère, ou la philosophie contre le poète. Donc là, je vais retrouver les analyses que Julie avait présentées sur Platon et les analyses que Pierre a présentées également ce matin. Alors, je pense qu'à la fois, il y aura une partie répétition, mais en même temps, les choses se recoupent et j'espère que ma présentation sera complémentaire, en fait, de la présentation de Julie et de Pierre. Donc, selon Platon, la pratique du rhapsode n'est pas un art, mais un don divin. Le rhapsode est inspiré hors de lui-même et ne possède aucune connaissance de l'objet dont il parle. S'il dit la vérité, ce n'est pas parce qu'il la connaît, mais parce qu'une divinité l'inspire. C'est la divinité qui possède la connaissance, et non le rhapsode. Dans le dialogue intitulé Ion, dont vous a parlé Julie, Socrate compare le rhapsode aux corybantes et aux bacchantes qui, hors d'eux-mêmes, dépossédés d'eux-mêmes, dansent, transportés et possédés, comme le poète est possédé par la muse qui lui inspire les vers qu'il récite. Et c'est une sorte de transe, finalement, qui fait que la parole divine habite les esprits donc, des poètes. Et là, je fais une citation à partir de Platon, extraite de Ion, « Car le poète est chose légère, ailée, sacrée, et il ne peut créer avant de sentir l'inspiration, d'être hors de lui et de perdre l'usage de la raison. Tant qu'il n'a pas reçu ce don divin, tout homme est incapable de faire des vers et de rendre des oracles. » Fin de citation. Les corybantes sont les prêtres de la mère des dieux, Cybèle, qui dansaient, armés, au son des flûtes, des tambours, des trompettes et des boucliers frappés par des lances. Les bacchantes, quant à elles, célèbrent les mystères de Dionysos. Les bacchanales, en proie à l'extase furieuse qui les inspire. Vous voyez, apparemment, dans la pratique, on est assez éloigné d'une activité maîtrisée par la raison, ce qui va, bien entendu, vous vous en doutez, fortement déplaire à Platon, le maître de la raison. À l'inverse du poète, dont toute la substance provient de la muse qui l'inspire, l'art ou la connaissance de l'artisan, alors ici, bien entendu, je prends le mot art, pas au sens contemporain, postérieur au XVIIe siècle, qui désigne les arts des artistes, mais ici l'art au sens de la maîtrise d'un savoir-faire pour transformer la matière. Donc l'art ou la connaissance de l'artisan désigne un savoir vis-à-vis de l'objet qui l'intéresse. Socrate oppose l'art, en grec ça se dit techné, en tant que savoir et savoir-faire à la poésie comme inspiration divine. Donc l'art, en tant que techné, qui a donné le mot de technique, s'oppose à la poésie qui, elle, est plutôt du côté de l'inspiration divine. À la fin du dialogue Ion, donc, Socrate laisse Ion choisir entre l'inspiration divine ou l'ignorance, puisqu'il n'a pas réussi à définir l'objet de son art. Et Ion préfère l'inspiration divine
qui flatte davantage son orgueil. Ce choix est en fait un aveu d'ignorance. Socrate, au contraire, fait le choix du savoir face à l'ignorance, le choix de l'art face à l'inspiration divine. Le poète inspiré ne sait rien par lui-même. C'est la muse qui sait. Au contraire, l'artisan est celui qui sait. Platon conteste ouvertement la place prépondérante du poète et du rhapsode dans la cité grecque du IVe siècle avant notre ère, car celle-ci s'oppose à la place centrale que Platon veut donner au savoir. C'est celui qui sait, le philosophe au premier chef, qui doit être au centre de la société et non pas le poète. La place d'Homère est également trop grande. Tel est le véritable enjeu de la critique platonicienne. Et vous voyez, c'est pour ça que Platon, il a quand même une position assez révolutionnaire, parce qu'il va à l'encontre de toute la culture et de tout le soubassement civilisationnel de sa propre époque. J'avais un maître à Grenoble, un grand spécialiste de Platon, Henri Joly, qui a écrit Le renversement platonicien. Et Henri Joly, il nous faisait remarquer que le modèle pour Platon de l'art idéal, qui convenait selon lui à la forme d'art qu'il approuvait, c'était l'Égypte, l'art égyptien, et pas du tout l'art de son époque et l'art de la Grèce. On a même pu parler, Henri Joly n'hésitait pas à le faire, d'égyptologie, d'égyptomanie même de Platon. Donc, ce sont donc les prétentions du poète à éduquer et à fonder les mœurs des citoyens grecs que Platon veut remettre en cause. Et ça veut dire qu'au-delà de cette critique, ce qu'il veut, c'est modifier la manière dont on devrait éduquer les Grecs en se débarrassant justement de l'héritage homérique et poétique. Qui pourrait tenir ce rôle éducateur, chargé à la fois de l'éducation morale, religieuse et historique, tenu jusqu'à présent par le poète? Pour Platon, le savoir de l'artisan est précisément le modèle du philosophe. La confrontation entre le rhapsode et l'artisan peut donc se comprendre comme une opposition entre le poète et le philosophe. Face à la place centrale d'Homère et de la mythologie dans la société grecque, Platon propose un autre modèle, le modèle du philosophe, celui qui aime le savoir, alors c'est un peu une création de mots, le philologos, celui qui aime le logos pour lui-même et qui s'en sert comme d'une fondation de la pensée. Cette idée sera confirmée dans la République, dialogue ultérieur au Ion, dans lequel Platon envisage une cité idéale, d'où les poètes seront absents, une cité dirigée par, entre guillemets, le philosophe roi, face à la poésie et au mythe. Platon valorise donc la techné et la philosophie comme savoir par excellence. Le philosophe roi est un concept de la philosophie politique de Platon. La politique étant un art, celui qui est amené à diriger doit détenir la science du politique. Attendez, je me mélange. Le philosophe roi est un concept de la philosophie politique de Platon. La politique étant un art, celui qui est amené à diriger doit détenir la science du politique, à savoir connaître le bien et le juste. Dans la 7e lettre, Platon écrit que la réflexion philosophique lui a permis d'aboutir à la conclusion que seul le philosophe, sage d'entre les sages, est apte à connaître la justice et donc à prendre des décisions justes pour la société. Citation, je compris, donc citation de cette lettre 7, je compris que toutes les cités actuelles sont mal gouvernées. Je fus alors irrésistiblement amené à louer la vraie philosophie et à proclamer qu'à sa lumière seule
on peut reconnaître où est la justice dans la vie publique et dans la vie privée. Par conséquent, Platon ajoute, les maux ne cesseront pas pour les humains avant que la race des purs et authentiques philosophes n'arrive au pouvoir ou que les chefs des cités, par une grâce divine, ne se mettent à philosopher. Fin de citation. Dans la République, au livre 5, Socrate y défend que le philosophe roi est le dirigeant idéal de la Callipolis, la cité idéale. En effet, le philosophe, éclairé par l'idée du bien et du juste, ne désire pas le pouvoir pour son intérêt personnel, il peut donc en faire un bon usage, du moins le meilleur usage possible. L'allégorie de la caverne, toujours dans la République, cette fois-ci au livre 7, est une illustration de ce rapport entre la philosophie et le pouvoir. Je cite Platon, « S'il n'arrive pas, ou bien que les philosophes deviennent rois dans les États, ou que ceux auxquels on donne maintenant le nom de rois et de princes ne deviennent philosophes, authentiquement et comme il faut, et que cet ensemble, pouvoir politique et philosophie, se rencontrent sur la même tête, s'il n'arrive pas, d'autre part, qu'aux gens cheminant de nos jours vers l'un de ces buts à l'exclusion de l'autre, on ne barre de force la route, alors, mon cher Glaucon, il n'y aura pas de trêve aux maux dont souffrent les États, pas davantage, je pense, à ceux du genre humain. Vous voyez, c'est une affirmation massive et très, certains pourront dire assez dogmatique. Pour le poète, comme pour le sophiste, bien sûr, le poète et le sophiste sont proches dans l'esprit de Platon, qui est aussi visé par cette critique fondamentale, c'est la beauté des discours qui importe, que ce soit pour plaire au public ou convaincre les citoyens. Pour Platon, au contraire, chez le philosophe, c'est le contenu du discours qui importe et la vérité de ce qui est dit. Les sophistes, par leur habileté rhétorique, leur art oratoire, persuadent les citoyens grecs de tout et de son contraire, selon les circonstances, et aussi selon leurs propres intérêts. On a donc, à travers la critique du poète, une critique de tous ceux qui usent de la parole pour séduire et profitent de l'apparence du savoir afin de convaincre ou de manipuler les âmes faibles. Passer de l'art oratoire et de l'ensorcelante beauté des discours, qui sont portés par les poètes et les sophistes, à la vérité du discours proprement philosophique, voilà l'enjeu de toute la philosophie platonicienne. Dans son petit manuel d'inesthétique, j'en ai là, au chapitre 2, intitulé « Qu'est-ce qu'un poème et qu'en pense la philosophie ?», Alain Badiou tente d'interpréter en profondeur la position philosophique de Platon à la lumière de cette question centrale. Donc il formule lui-même cette question, que j'extrais donc de ce petit article, puisque le petit manuel d'inesthétique regroupe différents articles, qui se recoupent d'ailleurs avec, je pense, la publication ultérieure, où il y a peut-être d'autres textes sur la poésie. Mais c'est donc une autre édition, je pense. Voilà. C'est ça. Là, moi, j'ai Seuil. C'est pas le même regroupement d'articles. Voilà, et c'est pas le même regroupement. Oui. Donc voilà la question que Alain Badiou formule. La critique radicale de la poésie, dans le livre 10 de la République, est-elle un geste constitutif de la philosophie elle-même, de la philosophie telle qu'elle, qui manifesterait ainsi, originellement, son incompatibilité avec le poème? Et bien entendu, il va répondre à cette question au travers de Platon, évidemment. Selon Platon, ce qui sert de mesure au principe politique est proprement l'exclusion du poème. La cité, qui est le nom de l'humanité dans son rassemblement,
n'est pensable que pour autant qu'on tient le concept à l'abri du poème. Fin de citation. Au travers de l'interdiction du poème, il s'agirait d'opérer une critique de la mimésis, c'est-à-dire de l'imitation, dans la mesure où la nature imitative de la poésie conduit à ce que, là encore citation, le poème, situé à une distance double de l'idée, imitation seconde de cette imitation première qu'est le sensible, empêche tout accès au principe suprême dont dépend que la vérité du collectif advienne à sa propre transparence. Badiou souligne la violence de ce bannissement, et il précise, bannissement dont Platon ne dissimule pas qu'elle est aussi dirigée contre lui-même, contre l'incoercible puissance du poème sur sa propre âme. En effet, Platon se destinait à devenir poète avant qu'il ne soit détourné de cette vocation par la rencontre avec le sorcier Socrate. Remarque d'autant plus importante que non seulement l'écriture platonicienne des dialogues relève avec évidence de la prose poétique, mais aussi qu'elle fait un usage poétique de nombreux mythes qui constellent littéralement toute son œuvre philosophique. J'ai même le souvenir d'un texte dont je vous conseille vraiment la lecture. C'est un petit texte qui est paru aux éditions Poche, Garnier, Flammarion, qui regroupe en fait, avec des extraits, tous les mythes qui sont utilisés par Platon dans ses dialogues. C'est un outil qui est très précieux, parce que bien entendu, on peut retrouver chacun de ces mythes dans chacun des différents dialogues de Platon, mais là, l'avantage, c'est d'avoir regroupé, en fait, tous ces textes. Donc, selon Platon, ce qui sert de mesure au principe politique est proprement l'exclusion du poème. La cité, qui est le nom... Ah ben ça, je l'ai dit déjà, excusez-moi. Je ne retrouve plus mon texte. Ah oui, voilà. Pourquoi donc Platon fait-il ainsi tant violence à lui-même en condamnant la poésie? Pourquoi se fait-il à lui-même cette violence? Alain Badiou esquisse une première réponse. Il semble, donc je cite Alain Badiou, il semble qu'il y ait, entre la pensée telle que la philosophie la pense et le poème, un discord bien plus radical, bien plus ancien que celui qui concerne les images et l'imitation. Ce discord porte évidemment sur la pensée, l'identification de la pensée. Et Alain Badiou ajoute, Platon est très clair sur ce point. Ce que la poésie interdit, et c'est ce que Pierre a cité aussi ce matin, c'est la pensée discursive, la dianoïa. Pour Platon, le poète est ruine de la discursivité de ceux qui l'écoutent. La dianoïa est un terme utilisé pour signifier la connaissance issue d'un discours rationnel, c'est-à-dire d'un processus cognitif média basé sur une série d'arguments liés entre eux, lesquels tendent à prouver une idée de façon démonstrative. Et je vous ai indiqué dans l'exemplier la référence où Platon, dans le Sophiste, développe cette primauté de la pensée discursive. Ce genre de connaissance rationnelle contraste avec la connaissance intuitive qui n'apprend pas par degrés, mais qui, d'une manière immédiate, à savoir sans avoir recours à la médiation d'un quelconque raisonnement, atteint son but. Dans son explication, Badiou considère que la dianoïa, en tant que logos soumis à une loi, possède un paradigme, la mathématique. D'ailleurs, ça me fait penser que ce mot de mathématique, Jean Cocteau, le poète
qui a écrit son œuvre au XXe siècle, disait que la poésie était une mathématique supérieure. Il définissait la poésie comme cela. Il en conclut donc que l'opposition fondatrice est bien finalement celle-ci. La philosophie ne peut commencer que si elle substitue l'autorité du mathème à celle du poème. Fin de citation. Pour rendre compte de cette opposition entre la transparence du mathème et l'obscurité métaphorique du poème, Alain Badiou renvoie à l'inscription figurant au fronton de l'école de Platon, que vous connaissez bien, « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». En faisant ce commentaire, Platon fait entrer la mathématique par la grande porte, en tant que procédure explicite de la pensée, ou pensée qui ne peut s'exposer que comme pensée. Dès lors, il faut que la poésie, elle, sorte par l'escalier dérobé, parce que la pensée s'y accorde le droit de l'inexplicite, d'un ailleurs donc que la pensée qui s'expose comme telle. Ainsi, pour Platon, tel que interprété par Alain Badiou, dont nous partageons avec Pierre l'analyse, le poème reste asservi à l'image, à l'immédiate singularité de l'expérience, alors que le mathème prend son départ dans l'idée pure et ne fait ensuite confiance qu'à la déduction. Alors le mathème, c'est en fait l'argumentation, la pensée discursive, la dianoïa, qui se substitue comme modèle de la pensée à la poésie qui pourrait être une voie de pensée. Et donc pour Platon, le poème ne peut pas être une voie de la pensée, puisque c'est au contraire la pensée discursive qui, justement, sous cette figure, alors le mathème, c'est emprunté aux mathématiques, c'est la forme que doit prendre la pensée pour être justement étudiée comme telle. Voilà. D'où cette opposition entre le mathème et le poème. Alors à ma connaissance, hein, c'est vraiment Badiou qui échafaude cette notion pour résumer en fait l'idée de la pensée discursive, dialectique, fondée sur un raisonnement, qui seul est habilité à pouvoir penser. Eh bien, le poème est le contraire du mathème. Donc, c'est en fait une sorte de raccourci, finalement, conceptuel que Badiou invente pour faire la différence entre la pensée discursive et la poésie, et pour rendre compte, finalement, de ce qu'il a compris de Platon, puisque là, en fait, il commente, en fait, la position de Platon dans le livre 10, dans Ion, et puis dans parce qu'en fait, ça traverse en fait toute sa philosophie. Puisqu'en fait, on peut dire que, alors ça, c'est un détail dans l'histoire dans l'étude interne de l'œuvre de Platon, on pourrait dire qu'il y a deux Platons. Alors moi, je résume ça souvent pour expliquer à mes élèves. Je dis, vous voyez, il y a un Platon dont le porte-parole était Socrate le maître. Et puis ensuite, vous avez un deuxième Platon, à partir des œuvres de la maturité, où c'est Platon qui parle, mais c'est en fait Socrate qui est en quelque sorte son porte-parole. Parce que dans un premier temps, Platon est très influencé par Socrate. C'est ce qu'on appelle les dialogues aporétiques plutôt, puisqu'ils ne débouchent pas vraiment sur une réponse. Et puis ensuite, surtout à partir de la République, il passe à des œuvres de maturité, où là il a créé son école, où il a élaboré la théorie des idées qui ne se trouve absolument pas chez Socrate, parce que Socrate en fait c'est plutôt un moraliste, avec une perspective évidemment philosophique, mais qui ne va pas jusqu'au bout de la pensée systématique philosophique. Par contre, Platon, en ce sens-là, on peut dire que vraiment Socrate c'est l'inspirateur, on peut dire, mais c'est quand même Platon qui est le fondateur de la philosophie académique telle qu'on peut la connaître. Et à ma connaissance, d'ailleurs Pierre en a parlé dans son propos, le seul philosophe que je connaisse, mais peut-être qu'il y en a peut-être d'autres, qui se réclame
comme étant anti-socratique, anti-Socrate, anti-Platon, c'est Nietzsche. Notamment dans un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le crépuscule des idoles, ou comment, sous-titre, ou comment philosopher à coups de marteau, où il règle son compte, si je puis dire, à Socrate, dans un chapitre qui s'appelle Le cas Socrate. Voilà, où il analyse sa laideur, sa haine du corps, enfin bon, voilà. Mais en même temps, c'est toujours pareil avec Nietzsche, c'est que, en fait, cette hostilité qu'il a vis-à-vis de Socrate, elle permet finalement de comprendre peut-être les enjeux de la pensée socratique, peut-être mieux qu'aucun autre qui a repris à son compte Socrate. C'est toujours pareil, c'est l'amour et la haine, voilà. Et Nietzsche a un rapport ambigu à la figure socratique. Il y a une certaine admiration pour Socrate. Voilà, il a une admiration qu'il essaie de masquer par une entreprise de démolition philosophique. Je ne sais pas si j'ai éclairé Donc, ainsi pour Platon, non, ça je l'ai dit, oui, je peux le redire. Pour Platon, interprété par Badiou, le poème reste asservi à l'image, à l'immédiate singularité de l'expérience. À supposer même qu'il y ait une pensée du poème, ou que le poème soit une pensée, cette pensée est inséparable du sensible. Ça, c'est un commentaire qui est très juste de la part de Badiou. Elle est une pensée qu'on ne peut discerner ou séparer comme pensée. Disons que le poème est une pensée impensable. Et là, c'est une phrase un peu énigmatique, une formule de Badiou que je vais éclairer, j'espère, dans le chapitre suivant. Alors bon, je passe maintenant à ma troisième partie. Ça va, je ne vais pas trop vite Le poème est une pensée. Le poème est une pensée. Alors oui, disons que le poème, ça c'est une formule de Badiou, que le poème est une pensée impensable. Alors pourquoi il dit impensable? Au sens où c'est une pensée qui ne se déploie pas dans un discours philosophique rationnel, mais on verra que justement sous le biais de l'image sensible de la forme, il y a en quelque sorte une pensée qui s'exprime, mais qui est une pensée plutôt intuitive et pas une pensée rationnelle. Donc mon troisième partie, je l'ai intitulée « L'innocence de la poésie, la permanence du poème philosophique ». Alors je vais être amené à définir ce qu'il faut entendre par poème philosophique, parce qu'il y a aussi une autre appellation que m'a signalée Bernadette Falquet, qui était au moment de la Renaissance le poème scientifique, mais que j'ai pas du tout prospecté. Mais en fait, vous voyez, à l'intérieur de la poésie, il y a quand même des catégorisations qui ne permettent pas de parler de la poésie en général, même si l'intitulé de notre thème, il semble globalisé en disant la philosophie et la poésie, mais en fait on voit bien que les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, mais les poètes non plus ne sont pas forcément d'accord entre eux. D'ailleurs, moi j'ai renoncé parce qu'au départ, mon point de départ, c'était d'essayer de traiter la question à partir des écrits des poètes, faire une sorte de synthèse, et alors la synthèse est totalement impossible, d'abord parce que c'est abyssal, la création poétique vraiment aussi importante, voire même, je ne sais même pas si elle n'est pas plus importante que l'élaboration philosophique. Et puis, surtout, il y a des contradictions, voilà, il y a des différences entre les poètes qui font qu'une synthèse est impossible. À la limite, une synthèse est plus facile à faire en philosophie qu'elle ne l'est en poésie. Donc voilà ma troisième partie. L'innocence de la poésie, la permanence du poème philosophique. Donc depuis les lectures de Nietzsche et de Heidegger, le poème philosophique est le plus souvent associé aux penseurs présocratiques, et notamment au poème sur l'être de Parménide, dont nous a parlé brillamment Laurent. Mais pour l'histoire de la poésie, au XIXe siècle en particulier, la référence n'est pas le poème de Parménide, mais c'est le De Rerum Natura,
de la nature des choses, dans laquelle le poète Lucrèce, qui ne se présente pas comme un philosophe mais comme un poète, expose et vulgarise la philosophie d'Épicure. Il s'agit d'un long traité en vers, publié par Cicéron, qui, sous la forme d'un exposé raisonné et systématique en 6 chants, sans doute inachevé, présente les thèses d'Épicure. Ce poème est adressé à Memmius. Caius Memmius est un homme politique du dernier siècle de la République romaine, orateur et poète romain. Lucrèce le nomme 11 fois au cours de son poème. D'après Cicéron, il possédait un domaine sur lequel se trouvaient les ruines de la maison d'Épicure. C'est une légende. Et il avait envisagé d'y construire une maison. Le poème, qui s'ouvre sur une grande invocation à Vénus, est destiné à transmettre un savoir qui englobe la physique, notamment les atomes, l'astronomie, la situation de la Terre, la création de l'univers, la biologie, la génération, la vie animale, et en même temps qu'une sagesse, puisqu'il a pour but de libérer l'homme de la peur et des superstitions religieuses pour lui permettre d'atteindre l'ataraxie. Donc effectivement, dans la lettre à Ménécée d'Épicure, vous avez donc le quadruple remède, le tétrapharmacone, qui est donc où Épicure compare la philosophie à une médecine de l'âme, et il préconise 4 remèdes: ne pas craindre les dieux, ne pas avoir peur de la mort, ne pas craindre de souffrir, et ne pas craindre de ne pas pouvoir atteindre la félicité. Et donc le poème de Lucrèce, le poème donc latin de Lucrèce, est une reprise de la philosophie épicurienne. Tu peux les reciter à nouveau? Les 4 remèdes, donc il y a ne pas craindre les dieux. Ah oui, parce que en fait, peut-être j'ai fait un raccourci. Ce qu'il faut dire pour Épicure, la philosophie, c'est une thérapeutique de la peur. Donc, et il pense que si les hommes tombent dans les passions, les dérèglements et le malheur, c'est parce que justement ils sont victimes de la peur. On ne sait pas ce que peut la peur, et donc Épicure essaie de débarrasser l'humanité de l'influence néfaste de la peur en luttant, en proposant 4 remèdes. Un remède pour ne plus craindre les dieux, en disant que les dieux vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre, et qu'il faut mettre un terme à la superstition qui consiste à croire que les dieux vont intervenir pour se venger, parce que c'est en fait anthropomorphiser la divinité, alors que les dieux sont parfaits et ils ne vont pas perdre leur temps à s'occuper des misérables affaires des hommes. Voilà. Il ne faut pas craindre la mort parce que, dit Épicure, la mort n'est rien pour nous, puisque ce qui permet d'évaluer le poids de la mort sur notre être, c'est la sensation. Or, la mort étant la cessation de toute sensation, nous n'avons plus rien à craindre de la mort quand elle survient. Comme dit Épicure, quand je suis là, la mort n'est pas, et quand la mort est là, je ne suis pas. Donc, je n'ai pas à avoir peur. Et puis, le 3e remède, c'est comment éviter la souffrance. Et c'est là qu'il développe son fameux hédonisme, qui consiste à dire que, en fait, il faut satisfaire les plaisirs naturels et nécessaires, qui sont les plus faciles à satisfaire, et qu'à la limite, quand on a pu parvenir à ce plaisir fondamental, en fait, on n'a plus rien, on n'éprouve plus de manque, mais on n'éprouve plus non plus de désir, puisque finalement, le fait de pouvoir satisfaire facilement, de façon ascétique, son plaisir, eh bien, nous met dans un état de repos qui fait que nous ne sommes plus en attente et que nous n'avons plus qu'à jouir du présent. Donc ça, c'est le 3e remède. Ça nous permet d'éviter la souffrance. Et puis le 4e remède, c'est eh bien, comment faire pour être assuré d'atteindre de son vivant. Et à ma connaissance, je pense qu'il n'y a qu'Épicure qui a prétendu que l'homme, s'il suivait les préceptes, la médecine de l'âme que proposait la philosophie, eh bien, on pouvait atteindre le bonheur ici et maintenant.
pas un bonheur plus tard. Voilà. Et d'ailleurs, il termine la lettre par une phrase qui est très belle. Il dit si tu suis mes conseils, tu vivras comme un Dieu parmi les hommes. Non pas vivre comme un Dieu à l'égal des dieux, puisque les dieux sont dans leur monde, on ne s'y intéresse pas, mais toi, sage qui a atteint l'ataraxie, toi qui es l'ami de la sagesse, eh bien tu pourras vivre comme un Dieu parmi les hommes. Donc voilà, donc le poème philosophique auquel, j'allais dire, dans l'histoire de la pensée, y compris après Platon, et la référence, c'est le fameux poème de Lucrèce. Donc ce poème, il remplit à la fois une fonction gnomique. Alors, gnomique, ça s'écrit G-N-O-M-I-Q-U-E. Bien sûr, je vais définir ce mot parce qu'il est très important. Donc le poème philosophique remplit à la fois une fonction gnomique, selon une tradition poétique très ancienne, et une fonction éthique qui passe par une rhétorique de la persuasion mise en œuvre dans un discours épédictique, c'est-à-dire qui fait l'éloge, qui fait l'éloge de quelque chose, c'est une portée élogieuse, laudative, louangeuse, et délibératif, qui passe souvent par une exhortation à vivre libre, mais bien sûr libre par la force de l'esprit, et je dirais presque même par la force du verbe. Donc ce poème du 1er siècle avant notre ère, lui-même inspiré d'œuvres antérieures latines et grecques, à qui Lucrèce se réfère, sert véritablement de modèle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Voilà, on peut dire que, exemple, le poème de Lucrèce, c'est vraiment le poème philosophique qui sert de référence. Plus généralement, les poèmes dits gnomiques, entre guillemets, expriment des vérités morales sous forme de sentences ou maximes. Les poètes de l'Antiquité grecque pratiquaient ce type de poésie. Le poème philosophique est en réalité un genre à part, dont l'existence est incontestable, un genre protéiforme, même si le modèle de l'épopée philosophique, instauré par Lucrèce, y prédomine nettement jusqu'au XIXe siècle. Le rejet massif du poème philosophique dans notre période contemporaine, alors ici je parle du XXe siècle, et puis bien sûr de notre siècle actuel, donc le rejet massif du poème philosophique dans notre période contemporaine s'explique sans doute par la lassitude de certains à l'égard du poème trop long et par le développement d'une esthétique de la concision et de la densité qui condamne l'épopée en général. Je parle ici de l'importance des formes brèves, des aphorismes, le triomphe récent des haïkus, très en vogue aujourd'hui, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle du poème, c'est souvent un poème de type aphoristique ou un poème plus court. Mais aussi et surtout par le refus du didactisme, qui tient à la vertu vulgarisatrice du genre depuis Lucrèce, c'est-à-dire plus profondément encore au sentiment d'une incompatibilité de nature entre le discours d'idées et l'imagination créatrice, par quoi se définit la poésie depuis le romantisme. Vous voyez, ce que les contemporains ne supportent pas, c'est ces poèmes dits philosophiques qui font la leçon, qui sont parfois assez moralisants, au point d'ailleurs que ça a donné l'idée à certains de faire des compilations d'extraits de ces poésies philosophiques pour en faire une sorte de bréviaire morale en quelque sorte. L'origine la plus prestigieuse et la plus ancienne de la fonction gnomique de la poésie à ambition philosophique nous amène à remonter au 5e siècle avant notre ère et plus particulièrement à la figure emblématique et presque mythique du poète Pindare. Parallèlement à Homère, Pindare est le plus grand poète grec. Né près de Thèbes
en 518 avant notre ère, il meurt à Argos en 442. Sa première ode pitique le rend célèbre à 20 ans. Ses compatriotes le comblent d'honneur. Il devient l'hôte des princes et des rois. Au nom d'Apollon, la Pythie elle-même lui réserve une dîme sur les offrandes qu'elle reçoit. Et de son vivant, Thèbes lui élève une statue. En cette civilisation grecque qui, parce qu'elle est grande, accorde la place la plus haute à la poésie, la force du verbe pindarique est telle qu'il est considéré comme l'égal d'un dieu. Et il est vénéré comme un dieu. Imprégné de mythes et de philosophie, la poésie de Pindare est une œuvre totale qui fascine et nourrira les plus grands auteurs de l'histoire. Et notamment une fascination qui est assez connue, c'est celle de Marguerite Yourcenar, qui a retraduit l'œuvre de Pindare et qui avait une admiration sans borne pour ce poète. On raconte qu'allant à Thèspiès, je ne sais pas si je prononce bien, Thèspiès, dans sa jeunesse, Pindare se trouva fatigué sur la route. Il se coucha et s'endormit sur le chemin. Pendant qu'il goûtait les douceurs du sommeil, des abeilles vinrent se déposer sur ses lèvres et en ne lui faisant aucun mal, elles y laissèrent un rayon de miel qui, à l'aube, brillait comme un fil d'or. On vit dans cet événement un présage certain de la célébrité à laquelle parviendrait le jeune Pindare et de la supériorité qu'il obtiendrait un jour sur l'ensemble de ses rivaux. Et en effet, peu de temps après cet événement, alors qui est quasiment légendaire, il remporta sur Myrtis le prix de la poésie. Dans les assemblées publiques de la Grèce, d'où les femmes étaient exclues, Pindare l'emporta sur tous ceux qui osèrent disputer avec lui le prix de la poésie. On lui rendit de son vivant même les plus grands honneurs et les personnages les plus considérables recherchèrent son amitié. Alors ce qu'il faut savoir, et ça c'est vrai qu'on est dans une forma mentis qui n'est plus la nôtre, mais la parole était sacrée pour les Grecs. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait les fameux jeux de sport qui étaient très prisés, vous aviez parallèlement à ces concours de sport des concours de poésie, des concours de tragédie, et vraiment c'était des héros de la culture grecque, ceux qui remportaient ces prix. Et Pindare, pendant toute sa vie, il a raflé tous les prix de poésie auxquels il a participé. Donc chez Pindare, les gnomailles sont riches en injonctions. Les gnomailles, c'est les écrits qui sont issus de cette poésie gnomique à prétention philosophique. Donc les gnomailles sont riches en injonctions et conseils. Extraites de leur contexte, elles deviennent des maximes et des proverbes, voire rassemblées, parfois avec des pensées d'autres auteurs, forment des recueils autonomes de fragments philosophiques, comme chez Erasme dans ses célèbres adages. Et d'ailleurs, les belles lettres ont eu la très bonne idée de publier dans un énorme volume cet ouvrage de recension où Erasme a recueilli comme ça des sentences qu'il a largement puisées dans les œuvres poétiques et notamment les poèmes qui avaient cette fonction gnomique. Pindare est alors un moraliste, auteur de formules lapidaires. Et là, attention, c'est pas lui qui a des formules lapidaires, c'est ceux qui utilisent les poèmes de Pindare et qui en extraient ces fameuses phrases pour édifier en fait le lecteur. Dans le sous-titre, dans le sous-titre d'Ecce Homo, autobiographie intellectuelle de 1888 de Nietzsche, publié de façon posthume en 1908, Wie man wird, was man ist, comment on devient ce qu'on est, excusez-moi pour la prononciation défectueuse de l'allemand, Nietzsche, philosophe, mais d'abord philologue et poète, cite la deuxième Pitique, adressée à Hieron de Syracuse. Je cite « Puisses-tu devenir ce que tu es,
après l'avoir appris. C'est donc Pindare qui est l'auteur de cette fameuse formule qu'on prête à Nietzsche. La formule se retrouve chez Heidegger dans son introduction à la métaphysique, dans le chapitre intitulé « Être et apparence », un cours de 1935, publié en 1958. La citation de Pindare, reprise par Nietzsche, qui est qualifié, Nietzsche, j'entends, de destructeur et nihiliste, contraste apparemment avec la maxime delphique de Socrate, « Connais-toi toi-même ». Cet emprunt, effectivement, modifie le texte pindarique d'origine qui devient une maxime éthique qu'un grand public moderne voit comme un idéal de développement personnel. Maintenant, j'en viens à ma quatrième et dernière partie. Alors, ça ne vous étonnera pas, de ma part, je l'ai intitulé « La réhabilitation du poème » et je rajoute du poème image face à l'iconoclasme occidental. Et là, je vais m'appuyer sur un philosophe grenoblois et chambérien qui a été donc mon prédécesseur au lycée Vaugelas, puisqu'il a été 10 ans élève au lycée Vaugelas, et puis après, il a été professeur de philosophie pendant 10 ans au lycée Vaugelas. Je crois d'ailleurs que Bernadette l'a eu comme élève, puis il y a peut-être sans doute certains d'entre vous qui ont peut-être rencontré qui était professeur à l'université. Tu l'as eu, je dit élève, non, comme prof, oui, comme élève, excuse-moi. J'ai inversé. Donc Gilbert Durand, dans son livre majeur, fondateur, qui s'intitule « Les structures anthropologiques de l'imaginaire », écrit d'emblée, je le cite, c'est tout au début de son livre, « La pensée occidentale a pour constante tradition de dévaluer ontologiquement l'image et psychologiquement la fonction d'imagination, maîtresse d'erreurs et de fausseté », c'est la formule de Pascal. On a remarqué à juste titre que le vaste mouvement d'idées, de Socrate à Brunswick, a pour conséquence de mettre en quarantaine tout ce qu'il considère comme vacances de la raison. On l'a vu depuis Platon, la civilisation occidentale dévalorise l'image, qui est frappée d'une sorte de déficience ontologique par rapport justement à la vérité. Une longue tradition philosophique, pédagogique et même scientifique s'est voulue iconoclaste. Il faut chasser les images qui interfèrent et qui sont un obstacle à la recherche de la connaissance. Très tôt, la procédure efficace de recherche de la vérité se fonde sur une logique binaire, la dialectique. Ne pouvant se réduire à un argument vrai ou faux, l'image, au nom de la raison, est dévalorisée comme incertaine et ambiguë. Et c'est ce qui fait que pour certains, l'image rejoint le statut de l'opinion, de la doxa, parce qu'elle est vraisemblable, ni vraie ni fausse. Mais cependant, pas vraie et pas fausse non plus. Donc, au regard de cette consolidation de la pensée sans image et à la domination technique et matérielle de l'Occident, les autres cultures du monde sont considérées comme prélogiques, primitives ou archaïques. La part maudite est abandonnée aux sauvages, aux mystiques, aux fous et aux poètes. D'ailleurs, dans un de ses poèmes, Nietzsche rapproche le fou et le poète. Dans la conclusion du même ouvrage, centré sur l'honneur des poètes, vous voyez, c'est une tentative aussi de réhabilitation de la part de Gilbert Durand, notre philosophe grenoblois complète son analyse. Je le cite là encore, « Vouloir démythifier, entre guillemets, la conscience nous apparaît comme l'entreprise suprême de mystification et constitue l'antinomie fondamentale, car ce serait un effort imaginaire pour réduire l'individu humain à une chose simple, inimaginable, parfaitement déterminée, c'est-à-dire incapable d'imagination et aliénée. Or, la poésie, comme le mythe, est inaliénable. Le plus humble des mots,
la plus étroite compréhension du plus étroit des signes et messager malgré lui d'une expression qui nimbe toujours le sens propre objectif. Bien loin de nous irriter, ce luxe poétique, cette impossibilité à démythifier la conscience, se présente comme la chance de l'esprit. Vous voyez, là, on pourrait dire que c'est vraiment, pour reprendre une expression, mais pas dans le sens d'Henri Joly, c'est le renversement platonicien, mais pas le renversement qu'opère Platon, mais le renversement qu'on pourrait opérer vis-à-vis de Platon. On peut dès lors souligner une double articulation entre la pensée incarnée et la poésie pensante. Selon Aristote, dans son De Anima, je le cite, « Si l'on n'avait aucune sensation, on ne pourrait non plus rien apprendre ni comprendre. Et d'autre part, lorsque l'on pense, la pensée, au sens d'examen, s'accompagne nécessairement d'une image. » Fin de citation. Qu'est-ce que la poésie? Une pensée dans une image, disait très justement Goethe dans ses Maximes et réflexions, 1833. Pour Gilbert Durand, l'imaginaire est le substrat de la vie mentale, une dimension constitutive de l'humanité. La puissance du symbole, la maternité de l'image, composent une espèce de fantastique transcendantal, ça c'est son expression, dont l'homme ne peut se passer sans se mutiler. Il y a de l'imagination partout, dans les rêves, dans les visions et les hallucinations, dans les mythes et dans les différentes formes de la création artistique. Il est également présent dans les situations de la vie ordinaire, de même que dans les opérations les plus rationnelles. C'est ce que prétend Gilbert Durand. Gilbert Durand estime que toute raison, quelle qu'elle soit, s'élabore toujours à partir du terreau de l'imaginaire, d'où le titre « Les structures anthropologiques de l'imaginaire ». Il existe donc une raison sensible. Alors là, c'est une expression que j'emprunte à Gilbert Durand, mais que j'emprunte aussi à un de ses meilleurs commentateurs, qui est le président actuel de l'association des amis de Gilbert Durand, avec son épouse, Shaoling Durand, c'est Jean-Jacques Wunenberger, dont les ouvrages sont vraiment remarquables. Donc une raison sensible qui ne s'oppose pas à la raison logique, mais la métisse de façon intime et indissociable. Cette conception durandienne rompt avec la métaphysique platonicienne qui fait de la division du monde sensible et du monde intelligible le paradigme de la rationalité, conduisant à l'exclusion justement de la poésie, puisque la poésie est du côté du monde sensible, et en plus, elle est l'imitation du monde sensible, eh bien, elle est doublement condamnée parce que doublement éloignée de la vérité. En ce sens, Gilbert Durand se distingue aussi de son maître et grand inspirateur, Gaston Bachelard, le philosophe de la rêverie, ou, comme il se définissait lui-même, le rêveur de mots, pour qui l'imaginaire et la rationalité sont deux domaines antagonistes. Bien sûr, Bachelard, c'est un très grand épistémologue, mais il fait son travail d'épistémologue d'un point de vue rationnel, et puis après, quand il s'adonne à l'imaginaire, qu'il réhabilite complètement, il ne mélange pas les deux. Du coup, moi je me rappelle quand, en première année de philosophie, Bachelard était au programme, et j'avoue que j'ai un petit peu, un petit peu peiné sur les travaux bachelardiens sur la science. D'ailleurs, c'est Bachelard qui dit l'opinion pense mal. L'opinion pense toujours mal. Et puis, il y avait la partie imaginaire qui a été une révélation. J'ai trouvé, pour quelqu'un qui est amoureux de la poésie, Bachelard, c'est un jardin miraculeux. Donc, les images, sont le moule affectif représentatif des idées.
c'est-à-dire qu'elles sont antérieures aux idées et non le contraire. Vous voyez, donc ça c'est une expression de Gilbert Durand. Les images sont le moule affectif représentatif des idées. Non pas quelque chose qui est complètement différent des idées, mais qui au contraire contribue à l'émergence, bien sûr sous un angle différent, des idées elles-mêmes. L'œuvre de Gilbert Durand discute la position positiviste et objectivante des sciences humaines pour lui préférer un nouvel esprit anthropologique. Vous voyez, c'est un peu le titre, le nouvel esprit, notamment qui déploie dans Sciences de l'homme et tradition, c'est un peu le pendant du nouvel esprit scientifique de Bachar, mais sur le versant justement de l'imaginaire. Il prône un polythéisme des valeurs, rien moins qu'un renouveau de l'humanisme, une rupture épistémologique dans le domaine de l'anthropologie générale. Il a souvent soutenu qu'il n'y a qu'une science de l'homme, et non pas des sciences humaines, c'est-à-dire que les découpages entre disciplines ne sont que circonstanciels, simples points de vue sur un objet unique. Il a lui-même mis en pratique une méthode pluri- et transdisciplinaire, car l'imaginaire est précisément ce lieu privilégié, comme il le dit lui-même, de l'entre-deux savoir. N'oublions pas que la naissance de la poésie est liée au dieu Apollon, dont la lyre, l'arc et les vibrations sonores sont l'emblème de l'art et de la création. Dans la tradition apollinienne, l'esthétique visuelle et musicale fait écho à l'esthétique poétique. Citation d'un poète, « La poésie est si essentiellement musicale qu'il n'y a pas de si belle pensée devant laquelle le poète ne recule si sa mélodie ne s'y trouve pas », selon Alfred Musset. Autre citation, cette fois-ci d'un penseur, d'un essayiste, « En poésie, les beaux vers sont ceux qui s'exhalent comme des sons ou des parfums. » Il s'agit d'une pensée de Joseph Joubert, extraite de la poésie, 1866. Encore une autre citation que j'enchaîne comme des perles d'un collier. La poésie est cette musique que tout homme porte en soi. Shakespeare. Julie avait commenté longuement cette citation de Shakespeare. Paul Valéry également est proche de ces considérations, même s'il a une approche assez intellectualiste de la poésie. La poésie est l'ambition d'un discours qui soit chargé de plus de sens et mêlé de plus de musique que le langage ordinaire n'en porte et n'en peut porter. Et ça, c'est dans les Variétés en 1924. On peut reconnaître dans l'esthétique poétique une véritable poétique philosophante. C'est moi qui mets ça entre guillemets. La poésie s'offre comme une méditation philosophique liée à une structure poétique dans laquelle la vision et les vicissitudes de la réalité humaine trouvent leur expression intime et sublime. Elle a en elle-même un lien qui permet de s'unir à la philosophie et par lequel on comprend parfois, de façon plus approfondie, les tourments et les doutes de l'âme humaine. Citation, « La plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. » Alors je répète parce que la phrase est un peu empoulée, mais elle est d'une sévérité terrible. La plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. Et donc c'est Paul Valéry, évidemment, qui, dans tel quel, est sévère. Beaucoup de personnes croient que la poésie est un langage totalement ésotérique. Parfois même, pour certains poètes, certains disent que les poètes sont totalement hermétiques. Par exemple, Mallarmé, on a souvent accusé de ça. Si on ne possède pas la clé cachée pour la comprendre, il faut détenir effectivement une clé pour pouvoir entrer en poésie, comme un peu on entre dans un temple. En réalité, la seule clé qui existe pour comprendre et aimer la poésie,
c'est la poésie elle-même. Parce que, comme le dit Gaston Bachelard, de façon très judicieuse, le poète est celui qui a le pouvoir de déclencher le réveil de l'émotion poétique dans l'âme du lecteur. Et Paul Éluard affirmait, quant à lui, que le poète est celui qui inspire, et plus, celui qui inspire que celui qui est inspiré. La vraie poésie s'adresse directement, sans passer par l'intellect et le concept, et là on retrouve Bergson. Donc la vraie poésie s'adresse directement au poète caché, qui réside en chacun de nous, car nous sommes tous des poètes, ou peut-être sommes-nous des poètes qui s'ignorent. Nous sommes tous capables de nous émerveiller, de ressentir une émotion poétique devant un paysage, devant la beauté. Mais comme les images suffisamment fortes pour réveiller notre fibre poétique ne se présentent pas constamment devant nous, c'est le poète qui s'en charge. Le poète a donc pour mission de multiplier en nous les moments d'émotion intenses que nous vivons quand nous prenons conscience de la beauté autour de nous. Il le fait par l'éclat de son langage et par l'abondance des images qu'il nous offre. Le poète s'efforce de réveiller le poète endormi en nous, à la manière de la maïeutique socratique qui libère la vérité de l'âme endormie. Il nous empêche de perdre conscience de la beauté du monde. Le poète nous empêche de perdre la conscience de la beauté du monde. La vision esthétique qui définit la poésie comme connaissance plus élargie de la réalité humaine est en accord avec l'affirmation très célèbre de Dostoïevski qui soutient que ce sera la beauté qui un jour sauvera le monde. Dans son admirable discours de Stockholm sur la poésie, à l'occasion de la remise du prix Nobel de littérature, le 10 décembre 1960, Saint John Perse définit bien la portée hautement métaphysique du poème. Je le cite : « Par la pensée analogique et symbolique, par l'illumination lointaine de l'image médiatrice et par le jeu de ses correspondances, sur 1000 chaînes de réactions et d'associations étrangères, par la grâce enfin d'un langage où se transmet le mouvement même de l'être, le poète s'investit d'une surréalité qui ne peut être celle de la science. Lorsque les philosophes eux-mêmes désertent le seuil métaphysique, il advient au poète de relever là le métaphysicien. Et c'est la poésie alors, non la philosophie, qui se révèle la vraie fille de l'étonnement, selon l'expression du philosophe antique à qui elle fut le plus suspecte. Et ce philosophe, c'est Aristote, qui dit donc la philosophie est la fille de l'étonnement. Puisque sans étonnement, il ne peut pas y avoir départ de la pensée. Contrairement à la représentation caricaturale du cartésianisme rationaliste, le jeune Descartes a cru au pouvoir de l'imagination. À 23 ans, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1619, vous voyez, c'est l'anniversaire, alors qu'il séjourne en Bavière, dans le fameux poêle, c'est-à-dire le poêle, c'était la pièce chauffée par un poêle, et donc la partie a donné le titre au tout, de Neubourg sur le Danube, on sait qu'après une journée passée à réfléchir sur la science et sur la méthode, 3 songes lui viennent qui lui font grande impression et qu'il interprète aussitôt comme, je cite Descartes, ne pouvant être venus que d'en haut. Il les consignera soigneusement dans un registre qui sera retrouvé dans ses papiers et dont son biographe, Baillet, transcrira de nombreuses pages. Dans le 3e songe de Descartes apparaît un gros livre intitulé Corpus Poetarum, recueil de poètes latins dont les élèves du collège de la Flèche, où avait donc été élève Descartes, apprenaient par cœur un certain nombre de pièces. Et donc, bien sûr, Descartes avait dû, comme tous les autres élèves, apprendre par cœur ses poèmes. C'est cet ouvrage qui se trouve,
c'est dans cet ouvrage que se trouve le récit de l'idylle d'Ozone, dont le premier vers porte la question, je ne le dis pas en latin, « Quel chemin suivrai-je en cette vie ?» Quel chemin suivrai-je en cette vie? Encore à moitié endormi, Socrate entreprend d'interpréter son rêve. Vous voyez? Alors, on est bien avant. Comment? Qu'est-ce que j'ai dit? Socrate, ah oui, pardon. Encore à moitié endormi, Descartes entreprend d'interpréter son rêve, et à la question de ce que représente ce corpus poetarum, il répond, je le cite, et la phrase est magnifique, « La philosophie et la sagesse jointes ensemble... alors attendez... ah oui, donc il répond, oui, que signifie donc le... Alors non, je me trompe de citation. La philosophie et la sagesse jointes ensemble. Ça, c'est la définition qu'il donne de ce corpus. Bayet transcrit donc une note latine figurant dans le même registre sous le titre d'Olympique, Olympica, qui se rapporte aux choses d'en haut, divines ou purement spirituelles. Cette note fait partie de celle dont Leibniz, le philosophe Leibniz, prit également copie et que Fouché de Careil publia en 1859 sous le titre Cogitationes Privatae, œuvre inédite de Descartes. On y lit ceci, et c'est là cette phrase que je trouve magnifique. Il pourrait paraître, donc c'est une phrase de Descartes, il pourrait paraître étonnant que de profondes pensées se trouvent dans les écrits des poètes plus que dans ceux des philosophes. La raison en est que les poètes ont écrit sous l'empire de l'enthousiasme et par la force de l'imagination. Il y a en nous des semences de science comme en un silex. Les philosophes les en tirent par la raison, les poètes les font jaillir par l'imagination et briller davantage. Fin de citation. C'est vraiment une magnifique phrase. Ainsi, selon Jean-Luc Marion, qui est un très fin commentateur de l'œuvre de Descartes, l'un des premiers textes connus de Descartes offre, sous l'étrange titre des Olympica, le procès-verbal de 3 songes. Prenons ici le temps de nous étonner. L'initiateur de la pensée claire et distincte ne s'y épuise pas, puisqu'il commence précisément à penser en deçà d'elle, tout comme sans doute il finira par penser au-delà d'elle. Entre songe et poésie, comme entre une aurore et un crépuscule, jointe pointe un temps de la lumière de l'évidence, à la phase d'une conscience qui, dans cet entre-deux même, n'en reste pas moins une conscience affectée de raison. Fin de citation. Et Jean, vous voulez que je répète? Elle est dans les Empiliers. Oui, elle est là. oui, Voilà, elle est là. il faut la reprendre. Tu l'as là, La oui. première citation de la philo et la sagesse. Non, celle-là, elle n'est peut-être pas... oui, c'est quand, en fait, Descartes interprète le corpus poetarum, ainsi, il dit, c'est la philosophie et la sagesse jointes ensemble. Oui. Voilà, c'est tout. Il existe cette expression. Après, tu as fait une citation qui était très dense, mais elle était tellement fascinante que je l'ai... Celle que je viens de dire là à l'instant? Avant. Avant? Ben, quel chemin suivrai-je en cette vie? Ah oui, la question, donc à latin, quod vitae sectabor iter, quel chemin suivrai-je en cette vie? Quel chemin suivrai-je en cette vie? Et c'est donc Ozone, oui. L'idylle d'Ozone, qui se trouve donc dans ce corpus. Alors, donc Jean-Luc Marion nous délivre alors l'enseignement poético-philosophique du songe de Descartes. En ces termes, que la conscience se laisse affecter autrement que par la raison, qu'au premier chef, elle se constitue justement comme une conscience affective, mieux une conscience affectée, bref, qu'elle reçoive la pensée avant que de la produire, nous l'apprenons aussi de Descartes. Très étonnant. Nul paradoxe à cela, puisque Descartes ne dessine un certain visage de la rationalité qu'en ayant dû premièrement en conquérir l'évidence
sur une chaotique obscurité. Si le songe montre quelque lumière, cette lumière n'éclate qu'en se détachant sur le fond d'une obscurité qui lui aménage son indispensable théâtre. Il est impossible de conclure tant notre matière est infinie. Mais bien sûr, rassurez-vous, je vais conclure. Je puise donc chez le poète Alphonse de Lamartine, en ses méditations poétiques, et non pas méditation métaphysique, cette conclusion provisoire que je trouve très belle. Et d'ailleurs, les méditations poétiques sont précédées par 2 préfaces qui sont mais vraiment magnifiques de bout en bout. Là, je vous en ai donné qu'un extrait. La poésie sera de la raison chantée. Voilà sa destinée pour longtemps. Elle sera philosophique, religieuse, politique, sociale, comme les époques que le genre humain va traverser. Elle sera intime surtout, personnelle, méditative et grave. Non plus un jeu de l'esprit, un caprice mélodieux de la pensée légère et superficielle, mais l'écho profond, réel, sincère, des plus hautes conceptions de l'intelligence, des plus mystérieuses impressions de l'âme. Ce sera l'homme lui-même. L'homme se plaît à remonter à sa source. Le fleuve n'y remonte pas. C'est que l'homme est une intelligence et que le fleuve est un élément. Le passé, le présent, l'avenir ne sont qu'un pour Dieu. L'homme est Dieu pour la pensée. Il voit, il sent, il vit à tous les points de son existence à la fois. Il se contemple lui-même, il se comprend, il se possède, il se ressuscite et il se juge dans les années qu'il a déjà vécues. En un mot, il revit tant qu'il lui plaît de revivre par ses souvenirs. C'est sa souffrance quelquefois, mais c'est sa grandeur.